La salle des mariages de la mairie de Goërduan est comble. Il y a bien sûr essentiellement des membres de la famille d'Émilie, et des amis. Je n'ai plus de contact depuis longtemps avec ma famille. Je n'ai pas prévenu mon père que je me mariais. Mon père n'a pas à connaître ma vie. Avec Émilie, j'ai vraiment envie de me couper définitivement de cette ancienne vie de merde. Je veux couper avec la violence de mon père, qui a détruit ma famille, et m'a gâché mon enfance, en me faisant vivre une grande partie de celle-ci dans un foyer de placement. Avant la cérémonie, avec Émilie, nous sommes allés voir le maire, pour lui demander de ne pas parler dans sa déclaration de mariage de la profession des parents. Je ne voulais pas avoir honte le jour de mon mariage. Et Émilie ne voulait pas marquer de différence entre nous. Le maire a compris la situation, et a entendu et respecté notre choix. Quelques éducateurs de mon ancien foyer, les goélands, sont aussi présents. Avant d'entrer dans la salle des mariages, l'un d'entre eux m'a dit qu'ils étaient contents de voir des évolutions exceptionnelles comme la mienne, de jeunes qu'ils avaient accompagnés auparavant. Je n'ai pas voulu les décevoir, mais celui qui m'a fait surtout changer est celui qui signera le registre tout à l'heure, sous le nom de « témoin ». Avec Émilie, nous avons choisi de nous marier rapidement pour que Henri accompagne notre union, notre chemin d'amour. Entre le maire et son témoin, il me sourit. Monsieur Johan Lorderé, étudiant en paysagisme, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Émilie Kerpa ici présente? Je sors alors mon plus beau sourire, pour répondre à cette merveilleuse question du maire. Oui. Mademoiselle Émilie Kerpa, étudiante en école de commerce, voulez-vous prendre pour époux monsieur Johan Lorderé ici présent? Tellement ému, je n'ai même pas entendu la réponse de mon Émilie. Mais celle-ci se concrétise directement. Elle lève son voile et m'embrasse de ses lèvres douces et onctueuses. C'est le plus beau baiser qu'elle ne m'ait jamais offert. Tout le monde applaudit. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai l'impression d'être au paradis. Une larme s'échappe de mes yeux, qu'Émilie essuie délicatement de son tulle blanc. L'après-midi et la soirée continuent dans la salle des fêtes de Goërduan. Les parents d'Émilie, et monsieur et madame Le Floch nous ont bien aidés à organiser cette fête. Elle est vraiment réussie. Ils se sont occupés de l'aménagement de la salle, la réservation d'un DJ, et la préparation du repas. Le méchoui réussit à nourrir les 80 convives que nous sommes. Ce sont les parents d'Émilie, qui ont financé le banquet. Mais avec l'argent que je gagne lors de mon apprentissage en alternance, je souhaitais offrir le mouton du méchoui. Le pâtissier de Goërduan nous a préparé un super gâteau, une magnifique pièce montée de choux à la crème ornée d'un couple de jeunes mariés en sucre. Nos fiançailles ont d'abord eu lieu chez les parents d'Émilie, dans une ambiance très chaleureuse et familiale. Elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. N'ayant pas de parents à lui présenter, j'ai voulu faire ma déclaration bien comme il se doit, le lendemain, chez Henri. Ses parents ont été à la fois très émus et touchés de ce souhait. Nous nous sommes rappelés alors que nos liens sont plus forts qu'une simple amitié. Le dîner est terminé. Nous sommes maintenant tous sur la piste de danse. Henri s'est rendu aux côtés du DJ pour prendre le micro, pendant que mes tubes préférés passent. C'est un super chauffeur de salle. Il sait mettre l'ambiance, c'est dingue. Les Madison, chenilles, rock, danse country s'enchaînent. Tout le monde s'éclate. C'est géant. En fin de soirée, à la suite d'un slow, Henri revient à côté du DJ et prend le micro. Il est 3 heures du matin, il n'y a plus grand monde dans la salle. Les vieux sont allés se coucher, sauf les parents d'Henri et d'Émilie qui veillent à ce que tout se passe bien. Chers amis, avant d'enchaîner avec un des tubes de Claude François, qui va nous faire voyager vers la lointaine Égypte. Tous les danseurs applaudissent et gueulent de joie. Mais Henri reprend son message, avec toujours autant de clarté et une pointe d'émotion. Seule sa difficulté à parler ternit son discours. Je voudrais lever un toast à un ami. Vous l'avez peut-être aperçu ce soir. C'est un mec beau et intelligent, qui a le sourire aux lèvres, et surtout le cœur sur la main. C'est un gars attentif au bonheur des autres. C'est un gars qui, bien qu'une femme, que j'aime beaucoup aussi, l'enlève ce soir, restera à jamais mon meilleur ami. Vous l'avez peut-être vu passer, il a sans doute le plus beau costard d'entre nous tous. Et c'est bien la première fois que je le vois en costume 3 pièces. Chers amis, ce soir, je lève mon verre à un couple formidable, dont la vie est prometteuse. Ce soir,
Je lève mon verre à deux amis, qui s'engagent sur un même chemin de bonheur. Le regard d'Henri se pose alors sur Émilie et moi, et, doucement, il continue son discours. Bonne route. Et souvenez-vous, que le bonheur ne doit pas être un but, mais une manière de cheminer ensemble. Après un bref temps de silence, un tonnerre d'applaudissements éclate. Avec Émilie, nous nous approchons d'Henri, pour le remercier et l'embrasser. Le médecin est découragé. Je le vois s'entretenir avec les parents d'Henri, assis à quelques chaises de moi dans la salle d'attente. Mais il n'obtient aucune réponse, positive ou négative, de Brigitte et Jean-Yves. Ceux-ci sont autant déboussolés par l'aggravation de l'état d'Henri, due à l'évolution trop rapide de sa myopathie, que par son nouveau comportement. Au fait, tout comme moi, ils ont été convoqués, par le médecin-chef surtout pour ce grand problème. Le foutu caractère bien breton d'Henri. Ça fait maintenant 2 jours, qu'Henri refuse de s'alimenter. Tout le service hospitalier, où il est accueilli sans dessus-dessous. Aucun médecin ne sait comment réagir face à Henri. Celui-ci, ce vieux Henri, comme j'aime l'appeler, menace de continuer à ne plus s'alimenter s'il n'a pas le droit de sortir, ne serait-ce que quelques semaines de l'hôpital. Le personnel médical le trouve trop affaibli par la maladie, pour le laisser sortir. Et Henri, voyant la dégradation de son état, a décidé de profiter pleinement du reste de sa vie. Il ne veut pas rester dans cette prison à odeur de morgue, comme il dit. Je suis d'accord avec Henri. Je suis même prêt à prendre des vacances, pour partir avec lui. Paul, mon patron de l'entreprise de paysagisme, où je suis embauché depuis septembre dernier, sera sûrement d'accord, pour que je pose quelques jours de RTT. Son chirurgien, face aux nouveaux problèmes respiratoires et cardiaques d'Henri, m'a demandé de le raisonner. Mais j'ai refusé, approuvant le choix de mon ami. Ses parents sont trop déconcertés, pour réagir et prendre parti. Le médecin-chef est inquiet. Henri s'est affaibli à cause de cette grève de la faim. Son comportement risque d'aggraver les conséquences de sa maladie. Je sens que le docteur va faiblir, qu'il va laisser Henri vivre ses dernières vacances. Astérisque astérisque astérisque. Henri, ce qu'on fait d'aujourd'hui, c'est ta putain de tête brûlée. C'est ton foutu déterminisme, bref, ton côté bien breton. Ah. Vraiment, je suis content que tu aies réussi à sortir de ton lit d'hôpital. Henri me sourit, ému et déterminé, sans rien dire. Mais tu nous as fait une sacrée peur quand même. 2 jours et demi sans manger. Tu dois avoir les crocs. Ça, c'est clair, me répond Henri souriant, tout d'un souffle. Heureusement, avec Émilie, on avait prévu ton succès. On a eu le temps de te préparer un bon dîner, un hachis parmentier au magret de canard. Ce plat est devenu un élément régulier dans l'alimentation d'Henri. Celui-ci a de plus en plus de mal à mâcher et à déglutir. Les purées et les aliments hachés sont devenus la base de ses repas. La plupart du temps, lorsqu'il mange à l'extérieur de l'hôpital, on lui mixe les plats préparés pour les autres. Mais avec Émilie nous avons choisi de faire travailler notre créativité, pour développer de nouvelles recettes de hachis parmentier viande, légumes, fruits de mer, poissons. Grâce à ça, nous mangeons tous la même chose. Astérisque astérisque astérisque. Le voyage est long. J'aurais bien sûr préféré y aller en train, mais la voiture des Le Floch est bien adaptée, pour transporter le fauteuil roulant électrique d'Henri. Allez, dis-moi où on va. S'il te plaît, Yon. Henri a un sourire, qui lui monte jusqu'aux oreilles. Une surprise est une surprise, Henri. Je te dis juste que ça va te plaire. Tu sais que t'es chiant, parfois. Oui, je sais. On me l'a déjà dit. On rigole aux éclats. Émilie est restée chez nous. Je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas. Je voulais vivre ses vacances, entre potes, avec Henri, comme autant de nos colos. La préparation de ces vacances a été un vrai casse-tête. Il fallait trouver un lieu, féerique, mais qui puisse être de plein pied, et pas trop loin d'un village, où on peut avoir une logistique médicale. Nous avons besoin d'un lève-personne, mais aussi de l'aide d'un kiné, car Henri doit avoir absolument une séance de kinésithérapie respiratoire tous les 2 jours, maintenant. Pour résoudre cela, Brigitte m'a bien aidé. Elle nous a même loué le gîte. Mais tout cela s'est passé dans le plus grand secret, pour qu'Henri n'apprenne pas la destination de ses vacances surprises.
Henri s'est endormi dans son fauteuil roulant attaché au sol de la voiture par des sangles, derrière mon siège. Dans le silence, je rumine. Ce voyage a un côté amer qui tempère ma joie. Je n'ose pas montrer à Henri, bien qu'il le devine, ma tristesse et mon chagrin. Si avec Madame Le Floch j'ai organisé tout cela, c'est pour que ce voyage soit parfait. C'est pour que ces dernières vacances, avec Henri, restent inoubliables pour lui, comme pour moi. Nous sommes arrivés à destination. C'est magnifique. L'annonce de location du gîte ne mentait pas. Ni le guide touristique du parc national des Cévennes. Le gîte, merveilleusement bien situé dans la petite ville de Florac, au pied des Causses, nous offre une vue extraordinaire. Les falaises, forêts et ruisseaux s'étendent à perte de vue. Et il n'y a aucun voisin immédiat, pour déranger la tranquillité du lieu. De plus, le soleil du mois de juin est bien présent, au milieu d'un ciel bleu de conte de fées. Tout comme moi, Henri en a quasiment les larmes aux yeux. Il me murmure. Merci Johan. Il n'y a pas de quoi, Henri. Nous restons quelques minutes à observer ce paysage magique. Je brise ce silence pour revenir aux pratiques. Allez, on va descendre nos bagages, et les aliments de la voiture. On va s'installer? Henri rallume son fauteuil. Ok, c'est parti. Astérisque astérisque astérisque. Tu as aimé ces 2 premiers jours, Henri? Ouais, c'est vraiment génial, merci pour tout. J'ai adoré la rencontre qu'on a eue hier. Avec le garde forestier. Il était passionnant. C'était vraiment bien intéressant, en particulier pour un paysagiste comme moi. J'ai pu étendre ma connaissance des nombreuses espèces de végétaux, qui poussent dans les Cévennes. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a quelques routes, qui nous permettent de nous promener dans les Causses plus facilement. Ils ont bien rendu accessible ce parc naturel. Nous dînons d'un hachis parmentier à la carotte, et au jambon sur la terrasse de la maison. La nuit n'est pas trop fraîche, pour nous permettre de ne prendre qu'un sweatshirt. T'as vraiment assuré de prendre des jumelles. C'est vraiment génial de voir tous ces animaux. Au fait, Johan, as-tu réussi à prendre l'aigle royal en photo? Celui qui tournait au-dessus de nous. Cet après-midi? Oui, mais il était assez haut, la photo n'est pas super. Pendant la soirée nous jouons au Scrabble et aux dames, comme au bon vieux temps de nos colonies de vacances. Je lui lance avec un sourire. Avant qu'on aille se coucher, veux-tu connaître le programme de demain? Étonné, Henri me répond. Se coucher déjà, il n'est que 21h30. T'es une marmotte ou quoi? Avant de te rebeller, camarade Henri, veux-tu connaître le programme de demain, ce qui t'aidera à aller te coucher? Bon, vas-y. Mais j'espère que cette journée vaudra le coup d'un coucher. À l'heure des poules? Me lance-t-il en souriant. Je reprends. Ok. La journée commencera par un lever à 5h30. Ouah, mais t'es fou? Impassiblement, je continue. Pour aller voir les castors, qui construisent des barrages dans la rivière, qui se trouve en bas de la ville. Cool. Ensuite, repos entre 10h et 15h. Mais on va avoir des horaires complètement décalés. Ah mais? Laisse-moi continuer, lui dis-je en répondant à son sourire. Ne sois pas si impatient. Je reprends. À 15h, on prendra la voiture, pour rejoindre le Tarn un peu plus en amont. De là-bas, on partira faire une descente en canoë. Mais t'es fou, Johan, je ne pourrais jamais tenir à l'intérieur. T'inquiète. Tout est prévu. Fais-moi confiance, ça va être un super trip. La journée a, en effet, été un super trip. On a eu la chance de pouvoir observer des castors aux aurores, et en plus de quelques belles photos, on a réussi à trouver des branches rongées. Après ces instants magiques de communion avec la nature, le couac de la journée est arrivé. Le fauteuil d'Henri a crevé sur une pierre tranchante. J'ai passé 1 heure à démonter, réparer avec une rustine, regonfler et remonter la chambre à air et le pneu. À la fin de l'heure, j'étais épuisé, et je me suis endormi comme une loque, sur le clic-clac de la salle de séjour du gîte. Le repas du midi s'est donc limité à des spaghettis, finement coupés, à la bolognaise. Ce sont des vacances super, pour Henri comme pour moi, mais elles sont bien crevantes. Le canoë, paré osé dans lequel je m'étais lancé avec une assurance de façade, a été une réussite.
Nous étions à 3 dans le canoë. Moi devant, un moniteur du club de location à l'arrière, et Henri au milieu, assis, harnaché sur un fauteuil de plastique spécialement installé pour lui, et bien calé entre des coussins gonflables. Le canoë était entouré de coussins d'air, qui le rendaient insubmersible. Toutes les mesures de sécurité avaient été bien pensées. Et le parcours navigué n'était pas trop difficile ni dangereux. Il y a eu quelques rapides, mais rien de trop difficile à maîtriser. Et puis, pour Jean-Pierre, le moniteur de canoë, ce n'était pas la première fois qu'il proposait des descentes de rivière en canoë ou en rafting à des personnes handicapées. Ça se voyait dans son assurance à nous faire bien profiter de cet après-midi. Et ce fut en effet une après-midi d'éclat total. Avec Henri on riait comme des fous, on se faisait des frayeurs, des batailles d'eau. Il semblait moins affaibli qu'à l'hôpital. Il avait repris des couleurs. Et surtout, il avait retrouvé sa belle joie de vivre. Des instants magiques, immortalisés par une belle photo. On s'est dit en rigolant, qu'on pourrait l'envoyer à ses médecins pour les faire râler. Notre séjour extraordinaire touche à sa fin. La dernière soirée a commencé par un passage à la fête de la ville de Florac. Là-bas, nous nous sommes offerts un repas snack, une bière pour moi et un coca pour lui, puis nous avons dansé sur la piste de la technomobile. Le DJ n'a pas dû dépenser beaucoup d'énergie pour nous faire enflammer la piste de danse. On était à fond pendant plus de 2 heures. Nous sommes de nouveau sur la terrasse de la maison, en train de boire une tisane. Nous restons en silence à regarder l'horizon assombri par la nuit, dans lequel nous pouvons deviner les silhouettes des monts des alentours. Tu sais, j'ai passé des super vacances. Je ne regrette pas la grève de la faim que j'ai dû faire pour sortir de l'hôpital. Je suis complètement claqué, physiquement, mais elles m'ont remonté le moral à bloc. Merci beaucoup, Johan, t'es vraiment génial. T'es vraiment un super ami. Sans le vouloir, je lui réponds d'un ton qui dissimule mal ma tristesse. Merci pour tes compliments, ça m'a fait plaisir d'organiser ces vacances pour nous deux. On remerciera aussi bien ta maman, qui m'a bien aidé à préparer ce séjour. Henri me fixe des yeux en silence, puis me dit de but en blanc. Qu'est-ce qui ne va pas, Johan? Rien, je vais bien, lui dis-je avec un sourire forcé. Avec une intonation de voix mêlant autorité et attention amicale, il me répond. Non, ça ne va pas. Allez, dis-moi, s'il te plaît. On n'a rien à se cacher entre nous. Je ne veux pas lui répondre. Je ne veux pas parler de ça avec lui. Pas le dernier soir de ces super vacances. Je reste silencieux. Après quelques minutes, Henri reprend d'une voix pleine d'affection et de compassion, en fixant mes yeux larmoyants, que j'essaie de cacher d'une main. On peut tout à fait parler de moi. Et de ma maladie. Tu sais que ça ne me dérange pas, si c'est ça qui te donne du chagrin. J'éclate en sanglots. Je l'entends rallumer le moteur de son fauteuil, et se rapprocher de moi. Je sens qu'il a envie de me prendre dans ses bras, mais il ne le peut pas. Il colle sa chaise à la mienne, de manière à ce que sa main touche la mienne. On reste ainsi pendant 2 longues minutes. Une fois que je me suis un peu calmé, et que mes sanglots ont quitté ma gorge, je lui dis. La vie est vraiment dégueulasse. Vraiment. Tu ne mérites pas cette maladie de merde. Personne ne la mérite, Johan, même le pire des enfoirés. Me dit Henri d'un ton serein. Mais c'est comme ça. Il faut vivre avec, sans chercher à comprendre. Je ne veux pas que tu meures, Henri, je n'ai pas envie de perdre le seul véritable ami que j'ai. T'es un frère pour moi, tu le sais bien. Et il y a encore plein de choses, que tu pourrais découvrir et vivre. Tu as encore plein de choses à partager avec nous. Avec des sanglots ravalés, il me répond. T'es un frère aussi pour moi, Johan. En essayant aussi de garder mes larmes pour moi, je me lève et vais le serrer dans mes bras. Henri continue. Moi non plus, je ne veux pas mourir, mais je n'ai pas le choix. C'est ainsi et il faut l'accepter. Tu sais, j'ai eu une vie formidable. Des parents qui, malgré le mal que ma maladie leur fait, m'ont toujours aimé et soutenu sans jamais me mentir. Sur mon avenir. J'ai eu plein de copains, et un grand ami, un frère, qui m'a fait passer de super vacances. Cette semaine. Il s'arrête une seconde, me sourit, ce qui m'aide à dessiner aussi un faible sourire sur mon visage. Puis il continue. J'ai passé plein de super moments, en étant accepté partout où j'allais, dans mes lieux d'études ou d'autres activités, comme un homme. Avant d'être un handicapé.
Bien sûr, je suis dégoûté de devoir m'arrêter si rapidement, mais malheureusement, c'est une réalité à laquelle je me prépare. Depuis maintenant plus de 12 ans. J'en ai beaucoup pleuré, en le cachant à mes parents. Je ne voulais pas les faire souffrir plus que ce qu'ils endurent face à ma maladie. Mais aujourd'hui, je suis serein. Et pour moi qui suis catholique, bien que Dieu me rappelle un peu trop tôt à mon goût, j'espère être bien accueilli au paradis. Avec ces derniers mots, les larmes me reviennent aux yeux, mais je les essuie rapidement. Il ne pleure pas, il arrive à surmonter cette fatalité. Il faut que je l'encourage en partageant la même tranquillité que lui. Il rajoute: tu sais, du ciel, je resterai toujours en contact avec le cœur de mes parents et de mes amis. La soirée se termine avec beaucoup d'émotion, et malgré ma tristesse, la sérénité d'Henri m'a apaisé. Le trajet de retour vers la Bretagne est plus silencieux que celui de l'aller. Henri, crevé, dort presque tout du long du voyage. Je l'ai juste réveillé à midi pour le déjeuner. Il a l'air à la fois complètement fatigué, mais tellement apaisé et heureux.